Bonsoir et bienvenue, c'est encore nous et nous sommes ravis de vous retrouver pour le premier club de la 15e saison de 28 minutes. Et oui, déjà, comme le temps passe, et eux aussi sont toujours là, ils ont rangé leurs pelles et leurs seaux, replié leurs serviettes de plage. Ce sont nos clubistes qui vont vous accompagner. Ce soir, ils sont écrivains, essayistes, scientifiques et dessinatrices et vont se pencher dans un instant sur l'actualité de cette rentrée. Au menu de ce soir, les principaux candidats à la présidentielle ont défilé hier devant les patrons réunis, comme à chaque rentrée par le MEDEF, un grand oral au faux air d'entretien d'embauche à l'Élysée. Nous voulons un programme présidentiel de liberté au pluriel. Notre pays a besoin d'un cap clair, d'une stratégie, d'un récit mobilisateur, d'un souffle d'espoir et de fierté. Alors, faut-il être soutenu par les chefs d'entreprise pour espérer gagner l'élection présidentielle ou au contraire, l'appui du patronat peut-il devenir un boulet pour un candidat en campagne? On en débattra. Puis nous discuterons de nos goûts littéraires avec notre invitée de la semaine, Sarah Soquet est professeure de lettres. Elle publie la liste des 100 romans cultes à lire dans sa vie et nous verrons qui sont ces heureux élus. Et en fin d'émission, nous allons remonter le temps avec l'indispensable Marie Bonisseau. Bonsoir Marie. Bonsoir Renaud, bonsoir tout le monde. Alors moi cette année je vais vous dénicher des archives, des pépites de la télévision française et je commence avec la domotique. On va visiter une maison intelligente. Un peu comme ici alors. À tout à l'heure Marie. Voilà donc le programme du club de 28 minutes, c'est parti. Valérie Brochard. Bonsoir Renaud Dely. Vous m'avez manqué. Ah bah pareil. Ça va? Je suis ravi de vous retrouver. Mais oui, moi aussi, très. Les vacances, tout ça. Enfin bon, c'est hyper on regardera les diapos tout à l'heure. Bienvenue à vous Valérie et Marjorie Adelson. Bien sûr, on regardera vos diapos aussi. Également, ça va bonsoir. Marjorie? Très bien. Bienvenue à toutes les deux et voici nos invités de ce soir. À mes côtés, Sama Karaki. Bonsoir. Vous êtes neuroscientifique, je le rappelle. Et vous avez publié Contre les figures d'autorité, un ouvrage paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Noémie Alioua. Bonsoir Noémie. Bonsoir Renaud, bonsoir Bienvenue, à tous. essayiste, membre du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique. Et vous avez participé à l'ouvrage collectif Encyclopédie des euphémismes contemporains, publié aux éditions du Cerf. Et à vos côtés, Arthur Chevalier. Bonsoir Arthur, bienvenue. Écrivain, éditeur, chroniqueur au point et au pupitre. Qui est là au pupitre? Ça m'a manqué toutes les Ah là là, vous rentrez en fanfare, mais c'est Coco, ça va Coco? Mais oui, et vous? Quel bonheur de vous retrouver Coco. Vous êtes agréable. Coco, bien sûr, dessinatrice à Charlie Hebdo et Libération. Et voici la une de Charlie à l'écran. Tout de suite Valérie, pour commencer, on va commencer par la première actualité de la semaine. C'est une question qui divise les maires de France. Qui a le droit d'interdire la tournée d'un chanteur poursuivi par la justice? Eh oui, Renaud, Patrick Bruel devait ouvrir sa tournée le 2 octobre, mais plusieurs maires s'opposent à sa venue, comme l'édile de Chartres. Patrick Bruel n'est pas le bienvenu à Chartres. Si Patrick Bruel veut bien prendre un an pour se laver de toutes les accusations, peut-être qu'il n'y a rien, je ne suis pas la justice, et revient dans un an, pas de problème lorsqu'il sera blanchi. Pas aujourd'hui. Ouais, mais du côté d'Orléans, 9200 places sont déjà vendues pour ces concerts qui auront lieu les 9 et 10 octobre. Et le maire, Serge Grouard, estime que la ville n'a ni à rompre le contrat, ni anticiper une décision de justice. Il déclare « Je m'étonne que certains élus de la République, souvent donneurs de leçons sur la défense de l'état de droit, portent un tel message. » Noémie Alioua, jusqu'où un élu peut-il aller au nom de sa responsabilité politique sans empiéter sur le terrain judiciaire? Écoutez, c'est toute la question. Je crois véritablement que là, il y a une sorte de déplacement des responsabilités. Si je peux me permettre, je trouve ça extrêmement déplacé de la part de ces élus de décider qui doit ou non se produire sur scène, qui peut ou non être un artiste dans la mesure où il n'a pas, je le rappelle, et ça c'est très important, il n'a pas été condamné. Donc, lorsqu'on est élu, on ne peut pas se comporter comme un maire ou comme un juge ou comme quoi que ce soit d'autre qui pourrait prendre une décision judiciaire. Ça me paraît très important. Vous savez, l'un des aspects fondamentaux de l'état de droit, c'est véritablement à la fois l'indépendance de la justice, mais aussi cette idée, je crois, qui est très importante, qui est qu'au fond, cette justice, tant qu'elle n'a pas encore fait de choix qui est décisif, ça ne doit pas être ensuite décidé par quelqu'un d'autre. Alors, Sama Karaki, je le rappelle, Patrick
Patrick Bruel est mis en examen dans 4 dossiers pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Le nombre de plaintes est passé à 32 cet été. Est-ce qu'on peut comprendre par ailleurs la décision de certains de ces maires qui refusent, ou en tout cas qui montrent leur opposition à accueillir Patrick Bruel dans leur ville? Parfaitement. C'est-à-dire les maires ne peuvent pas se substituer à la justice. Une présomption d'innocence signifie qu'il n'est pas juridiquement coupable, mais par contre, un maire ou une maire porte une responsabilité politique et symbolique. Ça veut dire que refuser un espace de légitimation à un artiste, ça fait partie d'un contrat moral qu'un maire emploie dans sa responsabilité politique. Et d'ailleurs, considérer que c'est juste en fait le choix, c'est des 9200 par exemple places qui sont prises, un artiste est érigé artiste par les institutions. Donc ces institutions, elles ont aussi le droit même de questionner quand est-ce qu'on consacre des artistes et quand est-ce qu'on met leur espace de légitimation en question. Arthur Chevalier, est-ce qu'il y a une forme d'obligation morale pour certains maires, ou pour les maires justement, de manifester leur désapprobation de la venue d'un artiste, ou au contraire, est-ce que le faire, c'est en quelque sorte porter atteinte à l'état de droit? Un maire, il vit avec sa communauté, avec sa ville. Il partage les émotions de ses habitants. On ne va pas faire semblant que l'affaire Bruel n'est pas une affaire nationale. Et donc il est tout à fait normal, je suis d'accord avec vous, qu'il s'exprime. La loi, elle est très claire. S'il n'y a pas de trouble manifeste à l'ordre public, ils n'ont pas le pouvoir de le faire. S'ils le font, le juge administratif évaluera cette décision. Et s'il le retoque, tout ça n'aura servi à rien. Donc je crois qu'au fond, tout le monde est dans son rôle. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait tant de confusion que ça, en fait. Les maires ne veulent pas annuler ces concerts car ça les mènerait à devoir rembourser sur les frais de la commune les dépenses engagées, puisque évidemment il y a un contrat. Bon, après, dernière question, est-ce que Patrick Bruel aurait dû se mettre en retrait? Peut-être que c'est pas le meilleur des choix d'avoir poursuivi cette aventure. Bon. Sama Karaki, cet été, il avait finalement annulé sa participation dans les festivals. Là, pour la rentrée, il la maintient, sa tournée. Est-ce que vous comprenez ce choix malgré les accusations? Moi, je veux dire, quand on parle de liberté d'expression de l'artiste, je pense qu'il faut aussi en parallèle qu'on parle de liberté d'expression d'une communauté, d'un maire et d'une maire qui demande à Patrick Bruel de renoncer. D'ailleurs, c'est pas une interdiction, c'est pas une annulation de contrat. On lui demande de renoncer et je pense que ce serait la position la plus digne de sa part. Et est-ce qu'il y a aussi une responsabilité du public, en fait, Noémie Alioua? Est-ce que c'est pas au public aussi de choisir ou pas d'aller au concert d'un artiste? Vous avez tout à fait raison, c'est au public de décider, c'est au public de choisir s'il va ou non à ce concert. Et je crois effectivement que c'est très important de faire la distinction entre la question morale et la question juridique. Et la question morale, effectivement, un maire, comme tout administré, peut considérer que c'est moral ou amoral de recevoir tel ou tel artiste. Mais ça, c'est du ressort, si vous voulez, de son opinion personnelle. La question juridique, elle est tout à fait différente. Est-ce qu'il faut pour autant interdire un artiste? Et là, je crois que c'est très important de laisser ces questions juridiques à l'administration judiciaire, aux juges, à la justice. 2 dessins de Coco. Eh bien, je pense que Bruel est déçu par certains maires et la solidarité entre hommes qui portent l'écharpe. Merci Coco. Et un deuxième dessin? Et la tournée Bruel continue malgré tout, le 2 octobre au commissariat de Chartres, le 3 octobre à Laval. Merci Coco. Valérie, on va passer à votre duel de la semaine. Ce duel, il oppose 2 voisins qui se font la guerre commerciale. Eh oui, Renaud, à ma gauche, Marc Carney, 61 ans, Premier ministre du Canada depuis mars 2025, ancien patron de la Banque du Canada. Ce technocrate longtemps réputé pour sa compétence sans éclat s'est découvert face à Donald Trump une poigne qu'on ne lui connaissait pas. À ma droite, Donald Trump, 80 ans, 47e président des États-Unis et grand ordonnateur des tarifs douaniers. Quand le deal ne passe pas chez lui, mais la taxe monte. 2 hommes, 2 méthodes. Et cette semaine, entre Ottawa et Washington, la relation de voisinage s'est transformée en véritable bras de fer. Pourtant, il y a encore une semaine, États-Unis et Canada négociaient une trêve dans leur guerre commerciale. Droits américains sur les voitures canadiennes ramenés de 25 à 15%, taxes sur l'acier et l'aluminium divisées par 2 en échange de concessions canadiennes. Le 19 août, Donald Trump estimait qu'un accord était probable et le lendemain, après plus de 3 heures de négociations à Washington, le ministre canadien du Commerce déclarait « Nous sommes très proches d'un accord ». Et puis tout à coup, vendredi dernier, à quelques heures de l'échéance, Washington modifie ses exigences. Carney rappelle ses négociateurs à Ottawa et suspend les discussions. Le banquier plutôt lisse devient alors l'homme qui dit non à Trump. Écoutez. They asked too much and they offered too little. We're stronger now than when the United States started this trade war. More unified, more determined, more ambitious.
Et toc, la réplique canadienne est à la hauteur de la frappe trumpienne. Suite à la suspension des négociations, le président américain décide de taxer à 50% les produits canadiens comme les vêtements, les produits laitiers, le ciment ou encore les crosses de hockey, l'équivalent de 20 milliards de dollars américains. Alors, Ottawa rend coup pour coup. À partir du 8 septembre, les produits américains qui représentent 27,6 milliards de dollars canadiens seront à leur tour surtaxés de 15 à 50%, notamment l'acier, l'électroménager ou encore le matériel agricole. Œil pour œil, dollar pour dollar. Et politiquement, eh bien, le pari fonctionne pour le Canadien. 76% des Canadiens approuvent la rupture des négociations. Mais vous connaissez l'animal. Maintenant, Donald Trump ne pouvait pas laisser passer ça. Il a choisi, comme souvent, son propre réseau social pour tirer à balles réelles. D'abord, en considérant le Canada comme le 51e État imaginaire des États-Unis. Le Canada veut les avantages d'un État sans en être un. Il a même baptisé le Premier ministre canadien de gouverneur Carnet. Et puis, Trump interpelle directement les dirigeants canadiens. Je le cite. Quelqu'un devrait faire rentrer ces clowns dans le rang, sinon les conséquences pour le Canada seront bien pires. Et derrière les majuscules, Trump sort la facture. À partir du 1er janvier 2027, les voitures, les camions et les pièces automobiles venues du Canada seraient taxées à 50% contre un taux général de 25% aujourd'hui. Et hier soir, Donald Trump signait un décret pour changer le nom du lac Ontario qui borde la frontière américano-canadienne en lac d'Amérique, Lake America, comme vous le voyez sur cette carte. Mais Arthur Chevalier, derrière cette provoque, il y a surtout des enjeux financiers face à une économie américaine 13 fois plus grosse. Combien de temps Marc Carnet pourra-t-il tenir face à Trump ? De toute façon, dès le début des dernières élections législatives canadiennes, la question américaine avait complètement twisté l'élection. La résistance face au ton provocateur de Donald Trump avait permis de gagner le pouvoir au parti qui est en fait le parti de Justin Trudeau en réalité. Oui. Point 1. Point 2, Donald Trump est une canaille. Je ne connais pas un pays, même l'Italie qui s'est montrée au début complaisante par la voix de Giorgia Meloni avec Donald Trump, a fait volte-face. Il n'y a pas un pays qui, du point de vue de sa population, est prêt à se soumettre aux États-Unis. Ça va coûter cher ? Oui. Il y aura de la souffrance ? Oui. Mais depuis quand est-ce que la mission d'un pays ou d'une nation, c'est de se coucher ? Marc Carnet a raison, et de toute façon, vous ne gagnez rien à vous coucher avec Donald Trump. Ça veut dire que Carnet, le Premier ministre canadien, montre l'exemple. C'est un exemple à suivre, il faut face à Donald Trump. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler de négociation s'il n'y a pas de psychologie de négociation, dans laquelle, même si on n'est pas le plus puissant, céder à la menace dans une stratégie coercitive signifie que la menace fonctionne bien. Ça veut dire que la prochaine fois... En fait, ça n'apaise pas la menace, au contraire, ça fait que la prochaine fois, la menace devient plus dure. Donc, il montre l'exemple, d'ailleurs, sans que ça soit vraiment œil pour œil, parce qu'il n'utilise pas encore les armes les plus coûteuses pour les États-Unis, comme le pétrole. Donc, il laisse une marge. Par contre, il est agressif, juste ce qu'il faut pour montrer, pour déstabiliser un peu la stratégie. La stratégie un peu de menace un peu ridicule que Trump fait, et il peut donner l'exemple à l'Europe, oui. Sauf que Noémie Aliwa, ces nouveaux tarifs promis par l'Amérique pourraient coûter jusqu'à 90 000 emplois canadiens. Est-ce que Marc Carnet peut se le permettre ? Il doit se le permettre. Je crois que c'est très important à la fois pour l'indépendance de son pays, d'abord pour respecter aussi sa population. Vous l'avez dit, la population soutient majoritairement cette décision de Marc Carney. Et je crois que c'est très important parce qu'on est effectivement dans une forme de négociation à la dure qui est au fond très typique chez Donald Trump. Et il l'a très largement théorisé. Souvenez-vous de l'Art du deal, publié en 1987. Il avait 41 ans. Il était à la tête de son empire immobilier. Et il a très bien expliqué, Donald Trump, comment est-ce qu'il concevait la technique de négociation. Pour lui, c'est toujours le compromis ensuite. D'abord, c'est le rapport de force, c'est le duel, c'est quasiment un duel à mort. Et ensuite, on réfléchit au compromis. Et donc, lorsque Donald Trump arrive comme ça avec ses gros sabots pour essayer de vous soumettre, voire de vous vassaliser, il faut immédiatement aussi sortir ses propres défenses et sortir ses propres atouts. C'est très important. Et ensuite, viendra le temps des compromis. Ça fonctionne comme ça avec Donald Trump. Donc, il a tout à fait raison, Mark Carney, de défendre les intérêts de son pays. On attend ça de lui. Comme Donald Trump a raison aussi d'essayer de défendre l'indépendance, voire parfois l'impérialisme américain, qui est un des ADN, en tout cas, des dirigeants de ce pays. Un dessin de notre ami Coco. Et Marc Carnet et le Canada qu'on aura le bol des provoques de Trump. Et le voilà qui bousille notre lac. Et merci à la maquilleuse de m'avoir prêté du vrai fond de teint. Et en plus, vous dévoilez vos trucs. Merci Coco. C'est l'heure maintenant de la une internationale. C'était hier à la une du Dainik Jagran, un quotidien indien en langue hindi. Les inondations au Tibet ont causé d'importants dégâts au Népal. Des images terrifiantes, un torrent de boue gigantesque qui emporte tout sur son passage, les maisons, les routes, les ponts.
sur des dizaines de kilomètres et un bilan provisoire terrible. Plus de 500 morts, plus de 1400 disparus, dont des centaines de touristes étrangers, d'ailleurs venus escalader les sommets de l'Himalaya. L'effondrement d'un glacier en haute altitude a provoqué un séisme de magnitude 5,2 et déclenché une catastrophe de grande ampleur au cœur du Népal. Alors, Sama Karaki, peut-on dire qu'il s'agit effectivement d'une nouvelle conséquence dramatique du dérèglement climatique ? Oui, et on ne peut pas ne pas parler dans ce cas de justice climatique et justice environnementale. Le Népal ayant vraiment une part très minuscule dans les émissions et étant celui qui paye le coût cher avec des systèmes d'alarme qui sont très précaires, avec des systèmes de secours, on voit aussi précaires. Et une question, quand je vois ces images, je me demande aussi qu'est-ce qu'on a le droit de montrer au nom du témoignage, parce que est-ce que ces images auraient été montrées si ça va se payer en France ou en Europe? C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi une injustice dans la dignité et l'intimité que les victimes ont le droit. C'est les vidéos qui nous sont arrivées sur les réseaux sans même qu'on soit prévenu de la violence, montrent aussi qu'il y a des vies qui valent moins que d'autres. C'était le cas aussi lors du tsunami terrible de 2004, où aussi d'ailleurs des centaines de touristes occidentaux avaient été balayés par la... Donc je pense qu'il y a une inégalité, même si le réchauffement climatique est global, mais l'inégalité des conséquences n'est pas les mêmes, ni au niveau de ce qui peut protéger ces populations de la mort, mais aussi de l'exposition de leur intimité aux yeux de tous. Arthur Chevalier, on parle aussi de touristes dont on recherche encore potentiellement la présence, l'espoir de vie. Est-ce qu'il faut revoir les conditions d'accès touristique à ces endroits, quitte à condamner peut-être économiquement ces parties du monde qui sont visitées par des trekkers, par des gens du monde entier qui viennent visiter l'Himalaya? Alors d'ailleurs, dans le cas de cette zone-là, en réalité, les touristes partent avec un guide en général, ce qui est largement insuffisant. C'est même de la folie en fait. En réalité, même dans les conditions normales, c'est déjà très très expérimental et vous risquez à votre vie. Je voudrais aussi pointer une chose qui a été peu relevée, c'est la coopération que ça a créée entre le Tibet et le Népal, ce qui prouve que les catastrophes climatiques sont en fait des sujets internationaux qui poussent tout le monde à réinventer ses relations. Et là encore, c'est le monde qui avance de façon très, très légère et très invisible, mais c'est intéressant. Ce matin, ça a été un gros sujet avec des communiqués de presse. Les équipes chinoises et népalaises ont travaillé ensemble et apparemment ça s'est très bien passé. Je l'ai quand même relevé parce que ça fait partie du cours des choses. Même si la Chine ne donne pas tout à fait les chiffres des La Chine est une dictature qui ment, c'est sûr. Mais il n'empêche que j'imagine qu'ils ont quand même travaillé pour essayer d'arranger la situation, à mon avis. Un dessin de Coco. Tintin au Tibet, version 2026, 1000 milliards de 1000 sabords, un glacier qui fond. Voilà. Merci Coco. Valérie, une autre actualité cette semaine en France. Hier, le grand oral patronal des candidats à la présidentielle. Mais oui, à Roland-Garros, 7 prétendants à l'Élysée ont disputé leur premier grand match de la présidentielle. 3h30 de débat devant 6000 chefs d'entreprise sur la dette, les retraites ou le coût du travail. À 8 mois du scrutin, chacun venait défendre son programme devant le MEDEF, mais pas avec le même jeu. Gabriel Attal porté par un public acquis. Jean-Luc Mélenchon, beaucoup plus à charge. Je vous mets en alerte. Le budget le cornu, plus l'inflation alimentaire. Si vous n'augmentez pas les salaires, la France va tomber en récession. C'est terminé. Ça, c'est votre responsabilité. Donc le premier engagement que je prendrai pour répondre à votre question, c'est de revenir sur ces hausses du coût du travail qui sont intervenues depuis 2024, qui sont un boulet pour nos entreprises et dans la compétitivité de notre économie. Noémie Aliwa, pour gagner l'Élysée, est-ce qu'il vaut mieux séduire les patrons ou y aller beaucoup plus frontalement ? C'est très intéressant et en fait tout dépend de l'électorat que vous visez. Je crois que lorsque Jean-Luc Mélenchon il envoie un petit peu comme ça des coups de semonce, disons-le, au patronat, lorsqu'il dit qu'il faut par exemple augmenter le SMIC et que derrière la salerie, il gagne des points auprès de son électorat, c'est-à-dire qu'il s'attaque au patronat. Conforte sa base électorale. Tout à fait. Et ceux qui se considèrent comme des travailleurs qui sont en opposition à ce fameux patronat, eux, ils considèrent que c'est très bien d'aller comme ça un petit peu titiller le patronat. En revanche, un électorat qui, lui, est beaucoup plus sensible à la question du libéralisme, de l'économie, de l'emploi, par exemple les petits entrepreneurs qui payent très largement des charges qui sont difficiles pour eux, lorsqu'ils entendent au contraire Gabriel Attal prôner moins d'État, etc., là, ils sont plus intéressants. Donc en fait, tout dépend de votre base électorale. Et là aussi, on voit la partition, au fond, politique qui est en train de se jouer dans les réponses qui ont été données au cours de ce fameux débat. Alors, Sama Karaki, à la fin, finalement, quand
quand on est soutenu par les patrons, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que c'est un poison, un handicap d'être applaudi par le MEDEF, ou est-ce que c'est plutôt une très bonne chose? Ça dépend à qui on veut s'adresser et quelle ligne politique. Mais je ne pense pas que là, la question, c'est de séduire les patrons, parce que ce n'est pas un bloc électoral en lui-même. Mais ça peut envoyer un signal de compétence économique à tout le monde. C'est-à-dire la capacité de se tenir devant le MEDEF et de défendre des arguments donne aussi confiance par biais de délégation que le peuple a droit de faire. Ça veut dire moi je connais pas toutes les questions économiques, mais j'ai besoin de savoir que mon candidat ou ma candidate ont les épaules pour Arthur Chevalier, vous êtes d'accord, c'est un gage de crédibilité économique d'avoir le soutien comme ça des patrons? Oui, en l'occurrence, c'était plutôt un raté collectif parce que rien n'a été dit. D'ailleurs, les patrons l'ont tous dit. C'était quand même assez misérable de la part des candidats en termes de propositions précises, de réponses concrètes. C'était assez vague, beaucoup de réponses dans le vent, à l'exception, et c'est à l'image de cette campagne présidentielle, de Jean-Luc Mélenchon, qui a été capable de formuler une opinion claire sur l'état des salaires en France. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais elle a été claire. Elle a suscité les rires de la salle et l'indignation d'une partie des médias aujourd'hui, et Marine Le Pen qui est quand même arrivée avec un plan d'économie de 125 milliards. Pour quelqu'un qui ne voulait pas toucher à la fonction publique, 125 milliards sur le train de vie de l'État. Donc il va falloir qu'elle explique maintenant comment pendant un an de campagne encore, elle va économiser 125 milliards. Donc on voit qu'il a envoyé un signal de compétence économique. Oui, il y a un point aussi qui préoccupe véritablement les Français, c'est la question de l'emploi, sans parler forcément du patronat, du MEDEF, etc. On sait que dans notre pays, il y a beaucoup de personnes qui sont sans emploi, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal logées. Donc la question de l'économie au sens large intéresse énormément les Français. Et puis la question de la dette aussi qui revient régulièrement sur la table. Il y a une vraie inquiétude auprès des Français de savoir au fond comment est-ce qu'on va pouvoir dans les années qui viennent réguler cette question. Donc tout ça fait partie des préoccupations des Français. Effectivement, ça n'a pas encore été véritablement développé parce que certains programmes n'ont pas encore été déployés de la part des candidats, mais ces questions vont animer les mois qui viennent au cours de cette campagne présidentielle. Sama Karaki, le MEDEF ne donne pas de consigne de vote, traditionnellement, mais on se souvient qu'en son temps, Laurence Parisot, lorsqu'elle dirigeait cette organisation patronale, en 2011, avait publié un livre très anti-FN, anti-Marine Le Pen, justement un an avant la présidentielle. Or là, on constate, c'était le cas hier, que désormais le MEDEF reçoit tous les candidats de toutes les sensibilités politiques. Oui, on voit que la fenêtre d'Overton a bien bougé et qu'il y a beaucoup plus de rapprochement entre cette droite qui se considérait un peu plus rationnelle, un peu dans le camp de la raison, et qui est comme les opinions publiques aussi, à l'image du pays, à l'image même à l'image de l'Europe, à l'image universelle, qui s'est rapprochée d'une politique d'extrême droite qui prétend protéger les intérêts économiques des communautés. Alors quand même, il faut être juste, il y a un chouchou qui est sorti de cette histoire, c'est Gabriel Attal. Parce qu'en réalité, tous les patrons ont dit, bon lui, voilà, très applaudi. Alors il avait aussi beaucoup de supporters dans les gradins. C'est organisé, il avait fait la salle. Il avait fait la salle, comme on dit. Mais c'est vrai que même à regarder le débat, ça se voyait, il y avait plus de chiffres, il y avait plus de contenu, il y avait au moins plus de propos. Et le grand raté, parce que c'était lui qui était attendu comme le champion, c'est Édouard Philippe. Tout le monde pensait que ça serait un récital pour Édouard Philippe, le champion de l'économie libérale, et finalement, il a été débordé par son principal concurrent au centre, à savoir Gabriel Attal, et Philippe est passé comme un petit peu timoré. Mais Noémie Eliouan, des candidats élus, entre guillemets, contre le patronat, on a vu, par exemple, François Hollande en 2012, la taxe à 75%, et mon ennemi c'est la finance, c'était pas le plus populaire chez les patrons. C'est pour ça que je vous dis, ils peuvent gagner des points, au contraire, justement, en mettant, si vous voulez, en s'attaquant comme ça aux patrons, ça peut leur permettre de gagner des points. Ce débat était vraiment très intéressant, d'abord parce que c'était effectivement le premier. On a vu quand même les grandes orientations qui ont été déterminées, et juste pour répondre à la question que vous posiez, au fond, est-ce que le MEDEF doit encore se positionner pour ou contre le Rassemblement national? Je crois vraiment que ce n'est pas au MEDEF de choisir le président de la République, ça c'est très important de le rappeler. C'est aux Français, et oui, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, je pense qu'il n'est pas dans leur intérêt aussi de porter de façon aussi visible un candidat ou d'en interdire un autre. Ce sera aux Français de décider. Ils choisiront, ils décideront, et ensuite le MEDEF, quoi qu'il arrive, devra s'adapter et trouver des solutions pour engager des conversations, peu importe avec qui sera le prochain président de la République. Et puis rappelons là qu'il n'y avait que 7 candidats, 7 dit les principaux, on va dire, dans les sondages, alors que pour l'instant, il doit en être à 148. Il en manque quelques autres. Notamment un, finalement, qui a disparu, n'est-ce pas, Coco? Oui, les candidats face au patron, on parle de Hollande. Oui, petit Glucksmann. Bah oui, déjà. Bien sûr. Et un autre, c'est ça? Et puis il y a un flop de Le Pen au MEDEF, excusez-moi. Bardella, au moins, il cirait les pompes des patrons. Merci, Coco. Marjorie, voici maintenant l'heure de votre
comeback de la semaine. Oui, parce que chaque semaine, vous allez nous raconter l'histoire d'un grand retour. Et ce soir, Marjorie, vous débutez en fanfare avec une véritable saga royale. Hein. Oui, nationalité britannique, métier prince, signe particulier, avait quitté la mère patrie pour les États-Unis. Pourtant, cette semaine, eh bien, le prince Harry est de retour. Ah oui. On a une petite musique, on a les moyens, on a les moyens. Ouais. Fini la Californie et son soleil radieux. Bonjour l'Angleterre et son climat pluvieux. Mercredi, si ça vous avait échappé sans doute pas, le prince a atterri à Birmingham en jet privé. À bord, sa femme Meghan Markle et leurs 2 enfants, Archie et Lilibet, âgés de 5 et 7 ans. 6 ans qu'ils étaient partis avec Meghan et non sans fracas. Souvenez-vous, en janvier 2020, un post Instagram qui annonce que le couple veut prendre du recul, un recul qui prendra la forme de 8000 km et de 6 longues années. Pour les Anglais, c'est un traumatisme. Après le Brexit, la presse invente même un terme, le Mexit, en cause des relations tendues entre Harry et son frère, le prince William. Dans sa biographie, Harry affirme même en être venu aux mains avec lui. Mais aussi la difficulté de Meghan à se faire une place au sein de la famille, sans parler de la presse anglaise, qu'Harry exècre. Il accusera aussi la famille royale de racisme. Bref, c'était ce qu'on appelle une rupture. Pourtant, la petite famille revient bien en Angleterre et c'est un comeback qu'on peut qualifier d'inattendu. Mais personne ne l'avait vu venir, donc. Non, absolument pas. La semaine dernière, lors de l'annonce de leur retour, ils ont pris tout le monde de court. La presse notamment, mais aussi les bookmakers qui adorent parier sur tout et n'importe quoi, et notamment la famille royale. Alors Harry avait-il le mal du pays ou la nostalgie de l'inimitable Jelly ? Selon la presse, il voulait se rapprocher de son père, le roi Charles, qui est atteint d'un cancer, le roi Charles III. Le roi qui a appris ce retour mi-août se serait réjoui de voir plus souvent ses petits-enfants. Du côté du prince William, en revanche, pas de réaction. Quant aux enfants, ils sont déjà scolarisés pour la rentrée. Ce retour suscite donc beaucoup d'interrogations, Marjorie. Eh bien oui, car leur statut Renault a changé depuis leur départ fracassant en 2020. Le prince Harry et Meghan Markle n'ont plus de fonction officielle. C'est la reine Elisabeth qui les en avait privés. Autrement dit, ce ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Conséquence, interdiction de toucher aux logements de fonction royaux. Il faudra donc payer un loyer. Eh oui. Alors du coup, les paris vont bon train quand tout lieu. Autre question sensible, la sécurité. En quittant le pays, ils ont perdu leur protection policière systématique. Mais qu'en est-il maintenant ? Selon un sondage YouGov, plus de 70% des Britanniques estiment que Harry et Meghan devraient financer la totalité ou l'essentiel de leur sécurité. Surtout que vous le savez, le couple est très impopulaire depuis son départ en 2020. En juillet dernier, toutefois, il y avait du mieux. Le prince Harry était venu visiter son père avec ses enfants. Sa cote avait immédiatement remonté. Arthur Chevalier, ce retour au bercail, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni ? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, le silence du prince William en dit long. Vous l'avez dit, 33%, c'est l'opinion de satisfaction qu'a le prince Harry. C'est-à-dire que c'est ridicule. Celui de William, c'est 76. Ah oui, donc en fait, c'est ça a augmenté. En plus. Juste avant Andrew, donc qui est vraiment le paria de la famille et pour de très bonnes raisons. Juste avant Andrew, Harry est détesté. Meghan était à 32, je crois. Donc globalement, c'est pas une bonne nouvelle parce que je vous rappelle que pour un roi, l'opinion c'est tout. On ne peut pas se passer d'un gouvernement, mais on peut très bien se passer d'un roi. Dernier élément, statistique sur la popularité de la monarchie britannique. 56% des Anglais y sont encore favorables, mais ça baisse considérablement chez les jeunes. Donc à la place de William, je m'inquiéterais franchement pour mon trône. Sama Karaki, est-ce que ça veut dire que le prince Harry est dans une tentative d'opération de reconquête envers le peuple anglais ? Alors voilà, justement, quand on se pose ces questions, on est vraiment dans le biais d'intentionnalité. Ça veut dire d'attribuer à des personnes auxquelles on n'a pas vraiment accès des intentions et d'une cohérence dans le récit de leur vie. Alors qu'en fait, tout ça, c'est construit par des stratèges de communication et on sait rien de ce qui se passe vraiment dans la vie intime de ce couple. En clair, c'était pas une très bonne question, Marjorie. La pose quand même, moi je ne sais pas. Non, je plaisante, c'était une excellente question. Merci. Un dessin de Coco. C'est drôle, l'arrivée du jet de Meghan et Harry fait le même bruit que le grincement de dents de William et Kate. Merci Coco. Alors mes amis, vous avez chacun choisi une photo qui illustre un autre sujet d'actualité de la semaine que vous vouliez aborder. On va commencer avec votre photo, Noémie Alioua. Oui. Il s'agit de Ratko Mladic, voilà, l'ex-chef des Serbes de Bosnie.
condamné et mort en détention. Voilà, c'était un grand chef de guerre, c'est surtout un grand meurtrier. Vous l'avez rappelé, c'était le général serbe de Bosnie pendant la guerre des Balkans, donc dans les années 90. Il a été condamné notamment pour le massacre de 8000 musulmans à Srebrenica. C'était, je le rappelle, le massacre le plus meurtrier d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours difficile de parler d'un homme qui vient de mourir, parce qu'un homme qui vient de mourir, c'est toujours d'une certaine façon une tragédie, mais il faut rappeler son histoire, il faut rappeler que cet homme a été lui-même responsable de la mort de milliers d'innocents. Merci Noémie. On va passer à votre photo, Sama Karaki. Il s'agit d'une autre catastrophe climatique qui s'est déroulée en France, celle-ci dans l'Aude, le village de Pomas qui a été ravagé par un ouragan. Alors moi j'ai en fait, le fait qu'il y ait une tornade en France, déjà cet aspect spectaculaire, que ce soit les forêts qui brûlent aussi que nous avons vu, ou que ce soit aussi l'écoulement de ce qui a eu lieu au Népal. Moi je m'inquiète des fois parce que le spectaculaire nous sidère et nous anesthésie. On se pose plus la question en fait que le réchauffement climatique c'est une question lente, cumulative, systémique. Ce n'est pas des événements qui arrivent de nulle part. Ça nous donne l'impression, quand on est sidéré, la vitesse et l'immensité et l'imprévisibilité de ces événements peuvent aussi nous éloigner des contextes dans lesquels elles se produisent. Ça peut pas avoir une dimension pédagogique à vos yeux aussi. Au contraire, en fait, plus l'image est spectaculaire et plus on a du mal à rentrer dans le contexte. Et c'est ça, il faut aussi résister à ça médiatiquement d'abord. Et on finit avec votre photo, Arthur Chevalier. Il s'agit de la visite du prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, à l'Élysée, en l'occurrence, reçu par Emmanuel Macron. Et cette annonce incroyable, cet investissement colossal dans 3 parcs d'attractions, dont un à Cergy-Pontoise, donc dans la région parisienne, à la place d'une friche, en fait. C'est une énorme friche où il y avait, à la fin des années 80, un parc d'attractions consacré à la culture française. Ça s'appelait Mirapolis. Ça avait été une catastrophe financière, une catastrophe tout court d'ailleurs. C'était assez peu fréquenté, ça avait coûté des fortunes aux contribuables, aux entreprises privées. Ça n'a jamais marché, ça a fermé en 91. Et donc là, vous aviez une friche qui ne servait à rien dans une zone où il y a un chômage très fort. Donc là, on a une manne financière énorme qui arrive, ça va créer beaucoup d'emplois. Alors le sujet du parc d'attractions, c'est Dragon Ball Z. Oui. Certains disent que c'est bien regrettable d'avoir un sujet de culture japonaise pour un parc en France. Bon, j'avais pas remarqué que Disneyland, c'était très français non plus. Donc a priori, on l'avait toléré pour les Américains. Pourquoi pas pour les Japonais? Donc moi, je trouve que c'est la très bonne nouvelle de la semaine. Et je préfère que les Saoudiens créent des parcs d'attractions en France plutôt qu'ils achètent notre patrimoine. Il y a encore beaucoup de flou sur l'accord, justement. Ce sont les actes d'intention. Sur les dates, le calendrier, etc. Mais mieux vaut 1-0, Renaud. 1-0, oui, surtout, voilà, c'est ça. Notamment au football. Merci Arthur. Un dessin de notre ami Coco. Et oui, justement, le soft power jusqu'où après les parcs d'attractions là? Un musée Yayoi Kusama, super idée, dit Macron. Pour rappeler Jamal Khashoggi et MBS. Voilà. Absolument, ce journaliste qui a été tué, assassiné il y a 8 ans maintenant. Merci Coco. Et la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. C'est ce que disait Mallarmé. Notre invitée de la semaine, elle a beaucoup lu et elle a choisi de nous faire partager ses préférences. Sarah Soquet, bonsoir, bienvenue. Vous publiez les 100 romans cultes à lire dans sa vie. C'est aux éditions Glénat. Alors on trouve pêle-mêle L'étranger, Le Père Goriot, mais aussi Robinson Crusoe, Anna Karenine et donc 96 autres. Puis il y a aussi des ouvrages plus récents, plus inattendus, on les évoquera tout à l'heure. Il y en a pour tous les goûts, ou presque. Mais tout d'abord, une première question, Sarah Soquet, vous publiez donc cette liste des 100 romans cultes. C'est quoi un roman culte à vos yeux? Comment est-ce que vous définissez cette notion de roman culte? C'est quoi un roman culte? Alors, à mon sens, un roman culte, c'est un roman à la fois envoûtant, fédérateur, indocile et vraiment démocratique. C'est d'abord un roman envoûtant parce que le roman culte, il suscite une ferveur, une adoration absolument forte, souvent inexplicable, qui tient presque du miracle et du mystère au sens religieux du terme. On ne peut pas forcément l'expliquer. Et c'est la rencontre à la fois de l'intime et du collectif. C'est-à-dire qu'un roman culte provoque cette ferveur, mais cette ferveur très intime, elle est partagée par énormément de gens. Et donc c'est la rencontre. Ce qui explique qu'on trouve, donc, là, on en a sorti quelques-uns de notre bibliothèque, des romans cultes, justement, qui semblent incontournables, Le Rouge et le Noir, De sang-froid, Truman Capote, Philippe Roth, La Tâche, et bien d'autres. Ceux-là emportent à vos yeux de l'approbation générale. Ce n'est pas simplement un choix personnel parmi les critères que vous mettez en avant. Il y a, quand vous parlez justement d'adoration, de vénération intime, il y a aussi évidemment votre goût à vous qui pèse beaucoup. Oui, mais j'ai avant tout fait attention au statut irrécusable de ces romans. Et on disait que le roman était fédérateur. C'est vrai que le roman culte, c'est un roman qui va construire des mythologies, construire de nouveaux récits.
et dans lesquels on va se retrouver. La pop culture s'en empare et le roman culte a un destin qui finalement va échapper à son auteur pour avoir sa vie propre. Alors, parmi votre liste, il y a Belle du Seigneur, d'Albert Cohen, souvent considéré comme très long, très compliqué, ennuyeux. Moi, j'ai pas pu aller au bout. Pourquoi vous l'avez choisi ? Pourquoi j'ai choisi ? Parce que moi, en tant que lectrice, je trouve que c'est un roman qui construit une écriture et qui construit un nouveau langage de l'amour. Et je comprends très bien qu'il puisse susciter une vénération intime. On est beaucoup à avoir voulu être Ariane ou Solal. Il y a des romans beaucoup plus récents encore. Hein. Je pense par exemple à Connemara de Nicolas Mathieu. Oui. Il y a aussi d'ailleurs Joël Dicker. Hein. Oui, tout à fait. Et puis il y a évidemment une liste, quand il y en a 100, il y a des absents, évidemment. Oui. Par exemple, il n'y a pas Michel Houellebecq. Non, il n'y a pas Michel Houellebecq. Alors, je voudrais revenir sur Connemara et les raisons de mon élection de Connemara. Connemara, au premier chef, déjà, si j'ose dire, dans les 100 romans cultes. Mais ce qui est important et intéressant avec Connemara, c'est que Connemara, c'est un roman qui s'empare d'un objet culte, qui est une chanson française extrêmement clivante. De Michel Sardou. Voilà, et qui nous raconte finalement ce que la chanson fait dans notre vie, ce que l'érotisme d'une chanson provoque. Et d'ailleurs, le roman culte et la chanson culte ont quelque chose de profondément érotique et qui tient du désir. Donc vous êtes fan de Michel Sardou. Marjorie. On dit que les jeunes lisent de moins en moins et passent de plus en plus de temps sur leur écran. Comment est-ce qu'on fait pour favoriser la lecture ? Est-ce que, par exemple, cette liste de valeurs sûres, si je peux parler ainsi, c'est une des manières de les pousser vers la lecture ? Alors, je pense que les élèves, les enfants, les adolescents sont assez sensibles à la sincérité d'un discours. Et si vous présentez un roman culte que vous adorez, alors il y a un roman que je préconise souvent, c'est La planète des singes, qui est le parangon du roman culte accessible, facile, au dénouement absolument inoubliable, qui a été repris par la pop culture de manière phénoménale. Donc, et je pense que présenter un roman culte, on est sensible à l'enthousiasme. Sama Karaki ? Oui, alors en fait, si on va parler de la question qu'est-ce qui fait qu'un roman est culte, ce genre de sélection fait partie du processus qui va créer une forme de halo autour d'un livre. Et comment garantir la liberté subjective des lecteurs et des lectrices quand ils se disent en fait c'est consacré comme faisant partie des 100 romans cultes, et en fait de faire des goûts le plus possible intimes plutôt que de céder à une autorité collective. Alors, je pense que le roman culte en lui-même et dans la façon dont on l'aborde, il nous soustrait au diktat esthétique. Et c'est en ça qu'il est démocratique, ce que je disais au début. Et chacun peut y trouver énormément de choses différentes. On n'est pas obligé de suivre votre liste livre à livre. Ah non, il n'y a rien d'impératif. C'est pas le propos. Juste une dernière question, Sarah Socquet. S'il y a un seul de ces 100 livres, justement, que vous vouliez évoquer, lequel vous est le plus cher spontanément, celui dont vous voudriez parler ? Alors, celui dont j'aimerais vraiment parler, c'est La vérité sur Bébé Donge. Simenon ? Oui, alors Dirty Dancing disait qu'on ne pouvait pas laisser bébé dans un coin, mais je trouve que c'est un roman absolument formidable qui est un chef-d'œuvre de psychologie, une masterclass d'écriture et qui nous apprend comment est-ce que l'écriture va brosser le portrait d'une héroïne absolument insondable grâce au silence, à la négation, au point de suspension. C'est un chef-d'œuvre d'écriture. Noémie Alliot, une dernière pas question. Quand même qu'il y a toujours une forme de subjectivité dans le monde de la littérature. On citait il y a quelques minutes Philippe Roth, qui apparemment fait partie de votre classement. La tâche, Philippe Roth n'a pas obtenu le prix Nobel de littérature parce que malgré tout, certains considèrent qu'il est compliqué de le lire et de le comprendre. Donc je crois vraiment, et je pense qu'il faut l'admettre, il y a de la subjectivité dans l'amour, comme dans l'amour de la littérature. Mais la question que je voulais vraiment vous poser, c'est au fond, si on accepte la modernité, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les jeunes aujourd'hui sont là avec leurs écrans et lorsqu'on va se coucher, on est avec nos écrans. Ça fait partie de notre monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas considérer, au fond, que les grandes séries télévisées, comme Game of Thrones, c'est-à-dire les séries complexes, avec différents narratifs, n'ont pas remplacé le roman du 19e siècle ? Aujourd'hui, le nombre de personnes qui se couchent avec leur téléphone ou avec leur téléviseur et qui regardent des séries, des longues séries avec des tragédies et encore une fois des scénarios complexes, peut-être qu'au fond, ce sont ces séries qui sont les romans du 21e siècle. Qu'en pensez-vous ? Ces séries sont les récits du XXIe siècle, mais ces récits du XXIe siècle s'imprègnent des récits du XXe. Nombre de ces séries sont d'ailleurs aussi des adaptations de romans, y compris de romans cultes. D'ailleurs, tout à fait. Merci beaucoup, Sarah Socquet, d'être venue partager avec nous sur ce plateau vos goûts littéraires et donc la liste de ces 100 romans cultes à lire dans sa vie aux éditions Glénat. Merci
À vous, un dessin de Coco. Oui, 2 dessins. Déjà un premier sur Sarah Karaki qui pourra lire jusqu'à son accouchement. Un deuxième dessin, Coco. Et puis, évidemment, on n'a pas tous le même classement. Merci. Merci, Coco. On va maintenant remonter dans le temps en fouillant les archives oubliées de la télévision française avec vous, Marie Bonisseau. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Soyez la bienvenue. Bonsoir. Et ce soir, vous nous emmenez dans les années 90 pour fêter l'anniversaire de la maison connectée. Oui, Renaud, ce 28 août 1995, donc il y a 31 ans, tout pile, on parle maison au journal de 20h sur France 2 avec Bruno Mazur, le très bien nommé, qui prononce avec délectation un mot moderne. Quand on cause chic, on dit la domotique. Domotique, domus comme maison, tic comme science de la maison. Et voilà, un mot latin inventé de toutes pièces pour qualifier ces habitats connectés, intelligents, autonomes, qui arrivent à tirer la chasse d'eau tout seuls, entre autres. En l'occurrence, cet été 1995, dans la banlieue de Bruxelles, c'est une maison du futur qui vient d'ouvrir. Elle fait 1000 mètres carrés, on peut la visiter et elle fait littéralement fantasmer tous les gros flemmards qui découvrent avec émerveillement le digicode, le concept de télévision au plafond, c'est merveilleux. Les baignoires également, avec des bulles télécommandées. Il y a aussi des lits dans la maison du futur qui n'ont pas l'air très confortables, mais qu'importe. Le journal dans la douche, projet risqué, ça même dans le futur, ne faites pas ça chez vous. Et les webcams, qu'à l'époque on appelle, attention c'est super mignon, des visiophones. Les techniques de communication permettront de travailler chez soi. L'ordinateur, le fax et le visiophone vont transformer la maison en espace de production. Alors non, le fax, il a pas tenu. Parti trop tôt. Il n'empêche que dans cette archive, tu le vois venir, un quart de siècle avant le Covid, on nous prépare déjà mentalement à télétravailler. On va passer plus de temps en famille, plus de temps avec ses enfants, et on va même pouvoir produire et gagner de l'argent avec ces outils chez soi. Bien vu le monsieur Bruno, même s'il n'a pas prévu que ça nous rendrait zinzin et dépressif, le télétravail. Et puis un dernier truc qu'on ne sait pas en 1995, c'est que tous ces écrans, ces ordinateurs, toutes ces télécommandes, ces caméras dans la maison, tous ces scanners de code barre qui pullulent dans cette maison connectée, tout ça, ça va se faire aspirer une quinzaine d'années plus tard par un unique objet, un téléphone, le smartphone, qui va bientôt paraître plus intelligent que la maison. En revanche, où qu'on clique, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des pubs, ça bouge pas. Les clémentines petit calibre à 25 francs le kilo. Pas cher, j'adore les promos. Bon anniversaire, la domotique du futur d'avant. Ah, je l'ai pas soufflé. Et vous, la prochaine fois que vous demanderez à Alexa de vous faire livrer des clémentines petit calibre sans bouger de votre canapé, n'oubliez pas, la flemme existe depuis les années 90, au moins. Merci Marie, vous avez de sacrés effets spéciaux. Vous avez vu ça ? On a plus d'argent cette année. C'est l'heure de retrouver les judicieuses théories d'Aurore Vincenti. Ce soir, cette linguiste émérite qui connaît le dictionnaire par cœur nous rappelle qu'en théorie, on ne dit pas qu'on va au docteur ou au coiffeur, mais enfin ça, c'est en théorie. En théorie, il n'est pas correct de dire qu'on va au coiffeur. Si vous maîtrisiez le français, vous sauriez que la règle est très claire. On va chez des humains, chez le coiffeur, chez le docteur, chez la bouchère, et on va au magasin, à la poissonnerie et au supermarché. Sauf que ça, c'est en théorie. Dans les faits, la grammaire ne dit rien de tout cela, et il est tout à fait correct en français de dire qu'on va au coiffeur ou au docteur. Quoi ? Mais comment se peut ça ? Je suis sur le fion, Jean-Pierre. La préposition chez vient du latin casa, la maison, et signifie dans la demeure de. En d'autres temps, les professions dites libérales étaient largement exercées à domicile. Mais aujourd'hui, on n'a grammaticalement aucune raison de dire qu'on va chez le coiffeur s'il ne bosse pas chez lui. A-O convient très bien. Faudra t'y faire. Alors que s'est-il passé pour qu'on en vienne à cracher sur les personnes qui emploient cette tournure alors même qu'elle est grammaticalement correcte et sémantiquement logique ? Par habitude, d'accord, mais aussi par mépris de classe. Ce mépris, il s'est inscrit dans tous les discours puristes et critiques que nous tenons sur la langue française et il existe depuis longtemps. Pour faire court, mais intense, au XVIIe siècle, le pouvoir royal fonde une institution, l'Académie française, pour réguler le français. Louis XIII met tous ses potes nobles et riches à la tête du bidule et ces derniers se disent « Et si on inventait des règles hyper compliquées et pas logiques pour faire la différence entre nous, gens de bien, qui aurions le temps et la fantaisie de les apprendre, et le bas peuple ?» C'est ainsi que quantité de règles ont été établies sans rigueur ni logique et que la langue française a été instaurée comme outil de domination.
Ce rapport à la langue perdure malgré les efforts des linguistes, pour la plupart atterrés, qui tentent de déconstruire ces idées fausses et stigmatisantes. Encore aujourd'hui, l'Académie française continue de dire qu'au coiffeur, c'est faux. Alors que maintenant, vous l'avez compris, c'est elle qui a faux. La linguistique est formelle, ce ne sont pas les institutions qui décident, mais l'usage qui fait loi. Autrement dit, c'est qui la parle, c'est qui décide, monsieur. Et là, c'est Bubi. Alors ciao, je file au coiffeur. Ainsi soit-il. Merci Aurore Vincenti. Du coup, je vais faire de l'essence sur Paris. Un dernier dessin de Coco ? Eh bien, pour le plaisir de retrouver Marie Bonisso, il y a 31 ans, la domotique arrivait chez les Daily. On met du foot, non ? Vous savez tout de moi, Coco. Oh là là là. Merci à vous, merci à tous, les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05, sur Arte pour 28 minutes samedi et son club international. Et comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité de la semaine, venu nous présenter la liste tout à l'heure des 100 romans cultes à lire dans sa vie. Jacques Dutronc, lui, l'a déjà fait. Il a même tout lu, tout vu, tout bu. Tchuss. Dimanche à Diderot, l'humanité, le veuve Clicquot, Lénine et le satyricon, Bossuet et la fille Napoléon, ici Paris, le plan du métro, lui et les pensées de Mao, le bottin et le dictionnaire, de l'Alsace et puis du Sancerre. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout su, tout